la radio de toute l'actualité. De la sécurité, rien que de la sécurité, c'est ce que veut le ministre de l'Intérieur durant le mois de décembre. Et c'est pourquoi Abdoulaye Daouda Diallo a annoncé la restriction des manifestations festives. Qu'en pense l'opinion? Les citoyens interrogés sont pour la plupart d'accord avec le premier policier du Sénégal. Pour eux, la sécurité doit primer sur tout. Un reportage de Sorsana Tambaï. En 2015, les fêtes de fin d'année ne seront pas comme les autres. Le ministre de l'Intérieur veut imposer quelques restrictions. Pour Papa Samba Diallo, ces mesures sont tout à fait légitimes. La sécurité avant tout. Bon, avec le problème de terrorisme, bon, c'est une situation qu'on peut dire mondiale. Les Sénégalais doivent comprendre que c'est une situation nouvelle, mais qu'on peut gérer facilement. Le terrorisme a secoué le monde entier ces derniers mois et aucun pays n'est à l'abri. Donc, selon M. Diop, la responsabilité de chacun est engagée. Je pense que c'est à cause du terrorisme. Les Sénégalais doivent patienter. Ce n'est que pour cette année. C'est pour notre bien-être. La décision annoncée par Abdoulaye Daouda Diallo a un double sens. C'est l'avis de ce travailleur de la santé. Cette mesure permet de sécuriser le pays, mais aussi de responsabiliser la population. Parce qu'il y a trop de fêtes et il y a des dangers qui nous guettent. Le problème reste maintenant le respect des directives. En tout cas, il faut se soumettre à l'autorité. Mais l'autorité, quand elle prend une décision, il doit faire de toute façon que toutes les personnes doivent être en mesure de le respecter. Les Sénégalais ont l'habitude de célébrer les réveillons de Noël et du Nouvel An en grande pompe. En 2015, il faudra se contenter de peu de festivités. Sécurité oblige. Sornana Tambay, l'usage de feux d'artifice et d'autres pétards d'une certaine nature sera également interdit à la ville de Dakar. On souscrit à la mesure. Un des conseillers, Cheikh Gueye, estime que cette décision vient à son heure. Il est joint par Ismaël Kamara. Cela devrait en être depuis longtemps. On devrait depuis très longtemps, justement, être regardant par rapport à ça. Mais c'est heureux qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur ait pris cette décision. Mais ce que je peux dire par rapport à cette décision, si elle contribue justement à renforcer la sécurité, à sécuriser les biens et les personnes, nous sommes tout à fait d'accord. Mais cela ne doit pas être un prétexte pour interdire des manifestations qui marquent la fin d'une année et le début d'une autre. Je suis tout à fait d'accord avec cette mesure parce que nous sommes dans un contexte où il faut se prémunir de toutes les dispositions en matière de sécurité et permettre aux populations de faire la transition de cette année qui finit et de cette nouvelle année dans la paix, dans le bonheur, dans le calme, mais aussi dans l'allégresse et la joie. Est-ce que cette mesure n'aura pas d'impact sur les manifestations de la ville de Dakar? Je ne pense pas, parce que sur un certain nombre de manifestations qui n'étaient pas souvent accompagnées de dispositions en termes de sécurité, oui. Mais vous savez, la ville, c'est une grande institution qui a l'expérience de ces manifestations et qui agit en responsable. Et à chaque fois, la ville prend les dispositions nécessaires pour que ces manifestations soient conformes aux règles établies. Et je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de doute à faire. La ville, comme dans le passé, continuera toujours à fêter et à montrer aux Dakarois justement les moments que nous partageons. Il est 12h07, vous suivez le grand journal. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Antoine Diouf. 12h08 à l'instant, des classes bondées d'élèves. C'est comme ça que les enseignants voient la décision du ministre de l'Éducation. 80 apprenants dans une salle de classe, cela va davantage contribuer à la baisse du niveau des élèves. D'après les enseignants interrogés, la pléthore des effectifs dans les salles de classe, un sujet de Mohamed Ali Mouba. Mais quand vous avez une effectif de, par exemple, de 70 élèves, 80 dans une classe, c'est ingérable. Le directeur de l'école Issa Kane n'est pas à proprement parler furieux de la circulaire du ministre de l'Éducation, mais il ne la bénit pas non plus. D'ailleurs, nos classes ne sont pas de grandes salles.
Nous avons des salles qui ne peuvent pas contenir plus de 50 élèves, à part qu'on a 6 classes qui peuvent avoir 60 élèves. Dans cette école bâtie dans les années 50, les salles de classe sont exiguës, quelques mètres carrés seulement pour accueillir une pléthore d'élèves. Dans ces conditions, difficile d'augmenter les effectifs. Monsieur Diouf, les rangées arrivent presque jusqu'au tableau. On ne peut pas ajouter des élèves dans cette classe. L'école a été créée, je crois, en 1951, donc c'est des constructions coloniales. Et à l'époque, c'était des effectifs quand même très réduits. Maintenant, le type de construction n'est plus adapté aux effectifs. Surtout que dans la zone où nous sommes, la demande est très forte. Mais apparemment, tout cela n'est rien comparé à ce qui se passe dans les CI, où la moyenne des effectifs tourne autour de 70. J'ai 75 élèves. Et comment ça se passe ici? C'est facile ou difficile? Très difficile. Très difficile, franchement. S'il faut demander aux élèves d'écrire, il faut les suivre un à un. Je viens même de faire une évaluation dans les cahiers. Il a fallu passer par un à un pour les suivre. Il faut suivre d'autres pas à pas et que ce n'est pas facile. Avec la massification des effectifs dans les salles de classe, le niveau des élèves est parti pour baisser un peu plus selon ces enseignants. Les syndicalistes sur le pied de guerre s'opposent à la mesure. Le ministère de l'Éducation nationale précise que la circulaire dit que les classes doivent être éclatées à partir de 80 élèves. À en croire le directeur de la formation et de la communication, cette mesure vise la rationalisation des ressources. Écoutons Mohamed Moustapha Diagne qui souligne qu'il y a des concertations sur la question. Il est joint par El Hadj Djogoudjena. On voit dans le système des enseignants qui ne remplissent pas les conditions, puisque un PCM doit faire 25 heures, le PM et le PS doivent faire 21 heures. Parfois, tu vois que dans le cycle primaire, il y a des maîtres, évidemment, qui n'ont pas de classe. Ils sont là, donc ils sont des maîtres qui doivent assister, mais qui n'ont pas de classe, parce qu'ils sont en sous-effectif. Alors, dans ce cadre-là, nous avions tenu un séminaire auquel les organisations syndicales étaient représentées. Nous avons discuté, donc, et les résolutions ont été validées par tous les représentants. Dans la circulaire, on dit qu'il faut mettre fin à la pratique qui consiste à créer de manière non justifiée les classes pédagogiques. Une classe ne pourra être éclatée en deux que si l'effectif total est au moins égal à 80 élèves. C'est-à-dire qu'à partir de 80 élèves, il faut éclater. C'est ça que la circulaire dit. La circulaire ne dit pas qu'il faut entraîner des classes de 80 élèves. Mais 80 élèves dans une salle de classe, est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact sur la qualité? Nous avons constaté que depuis quelques années, il y a des effectifs pléthoriques qui ne concourent pas à la recherche de qualité. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais en attendant, nous sommes obligés de faire avec. On ne peut pas laisser les enfants à la maison. Ce n'est pas possible parce que l'éducation également est un droit. Donc, il faut être réaliste. Le ministère de l'Éducation nationale, donc, sur cette mesure. Cela est rare. Le budget du ministère de l'Agriculture a été adopté ce matin à l'unanimité par les députés sans débat. C'est parce que les parlementaires ont estimé que Pape Abdoulaye Seck est en train de travailler bien dans son département. Vous entendrez le compte-rendu de Mamadou Amardian lors de nos prochaines éditions. Et il est souvent reproché aux députés d'éviter les débats techniques lors des séances plénières sur le budget. On parle plus de questions d'actualité que de questions de fond. Reproche pas du tout fondé selon les concernés. Les parlementaires soutiennent que la plénière est plutôt une occasion pour évoquer toutes ces questions. Awambaye leur a donné la parole. Voilà, merci Président. Ce matin, à l'Assemblée nationale, c'est l'examen du projet de budget 2016 du ministère de l'Agriculture. Les députés débattent du rapport et en profitent après pour parler des problèmes qui concernent leur localité et interpellent directement le ministre. Selon la députée Seynabou Wade, ses collègues ne font pas hors sujet parce que le travail de fond a été déjà fait dans les commissions techniques et finances. Les premiers, c'est toujours, je pense, pour parler, mais le gros du travail, c'est dans les commissions techniques. Donc, ceux qui interpellent en général, ce sont des gens en général qui n'ont pas participé au débat technique, ou bien des gens qui veulent se faire entendre par rapport à leur localité. Parce que là, il y a la télé, il y a les radios qui transmettent en direct. Maïram Khan est de Canel. Pour cette parlementaire, c'est normal que les députés profitent de la présence des ministres pour soulever les préoccupations de leur département. Le ministre est là
avec ces techniciens, c'est normal que nous posons aussi des questions relatives vraiment à nos problèmes de nos localités. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, lui aussi, est du même avis. Les députés parlent du budget en tant que tel, mais aussi de leurs préoccupations en tant que représentants du peuple sénégalais. Ici en plénière, c'est au maximum 3 minutes de temps de parole. C'est un temps extrêmement court. Il ne permet aux députés que de parler politique. Ça de donner une appréciation générale du budget. Et je crois que dans toutes les assemblées du monde, c'est comme ça que ça se fait. Moustapha Diakhaté ajoute qu'il est nécessaire aujourd'hui que les députés soient dotés d'instruments qui leur permettent de mieux maîtriser le budget. Pour cela, il a visitation parlementaire de 3 pays, la France, le Bénin, le Burkina Faso. Sous peu, une cellule d'experts sera mise en place pour assister les députés sur les questions budgétaires. Notez que le rapport public de l'OFNAC sera présenté au chef de l'État d'ici le 22 décembre prochain. Nafingom Keïta, la patronne de l'OFNAC, l'a fait savoir ce matin et par la suite, ce rapport sera publié dans la presse. L'OFNAC a reçu cette année à plus de 300 plaintes ayant trait à la corruption. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Serigne Mansour Sy, toujours dans les cœurs de ces talibés. Ce 9 décembre, Tivaouane se souvient de Borom Daradi, 3 ans après sa disparition. Ce matin, ils étaient nombreux dans la cité religieuse à se recueillir devant le mausolée du défunt khalife général de Tidiane, Cheikh Anta Diop. Tivaouane se souvient du rappel à Dieu de Serigne Mansour Sy Borom Daraï. Les œuvres de l'homme de Dieu restent encore gravées dans la mémoire collective de ces talibés. Certains d'entre eux, rencontrés à Tivaouane, témoignent. Ibrahima Niang, vice-président du comité d'action d'appui et de concertation surtout de la Hatal de Mme El Hadj Malick Sy. Vous êtes en train de faire revivre beaucoup de choses à cet homme exemplaire. Hadj Mansour, c'était l'enseignant parfait, Borom Daraï. Je ne peux pas vraiment vous dire la dimension de l'homme, mais c'est un homme de Dieu. C'est une chère, son fils aîné, et ses frères perpétuent l'œuvre que a laissé leur père, le tol de Diamaguène Kondi. Chaque année, ils cultivent des tonnes de tonnes, rien que pour le bien de la population, destinée pour la survie des talibés. C'est grâce à Serigne Mansour Sy que ce talibé a pu mémoriser le Saint-Coran et il lui voue un respect incommensurable. Oustaz Ali Mbaye, Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour, ñëpp ci daara lañ ko xam. Ñun man jànge naa foofu ba noonu la demee tabarakallahu. Serigne Mansour Sy m'a appris le Coran. D'ailleurs, des milliers de talibés sont sortis de son école. Même les anciens se sont retrouvés pour créer le daïra Muntadibin. mooy daayira bi nga xam ni ñoom Cheikh Sidi Mouhamadou Mansour moo leen jàngal ñu créé benn daayira tuddee ko daayiratu Muntadibin. 3 ans déjà, Serigne Mansour Sy nous a quittés. Les talibés ont rué de partout pour venir s'incliner devant son mausolée qui ne désemplit pas. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. De la culture, Kaolack abrite à compter d'aujourd'hui la 8e édition du FESNAC. L'ouverture est prévue ce soir au stade Lamine Gueye en présence du ministre de la Culture Mbagnick Ndiaye. Les participants au Festival national des arts et de la culture sont déjà arrivés. Ils viennent des 14 régions du Sénégal et sont les organisateurs. Les délégations seront logées dans les quartiers et non dans les hôtels et autres auberges. Les explications du chargé de la communication du FESNAC, Abdoulaye Badji, au micro d'Ibrahima Diamé. Ce qu'on a prévu cette année, on a mis en place une commission hébergement et accueil qui s'est chargée donc de prendre toutes les dispositions pour la mise en place donc des invités. Et cette commission donc a eu donc à réserver des maisons, n'est-ce pas, dans les quartiers. Ce qui veut dire que donc on aura donc quelque chose comme 14, parce que c'est 14 régions, et chaque région est hébergée dans un quartier, avec à l'appui un chef de quartier qui sera donc le responsable, qui va s'occuper donc des délégations qui vont venir. Autrement dit donc les délégations ne seront pas logées au niveau des auberges, encore moins au niveau des hôtels. On a préféré donc les amener au niveau des quartiers pour les permettre donc de communier davantage avec les populations locales. Est-ce qu'elles sont déjà présentes, ces délégations-là? Est-ce qu'elles sont déjà là? Effectivement, les délégations sont là. Et au-delà du Sénégal, il y a aussi des délégations qui sont venues de pays africains, qui sont invitées donc à l'occasion donc de cette 8e édition du FESNAC. Alors, pour ce qui est du programme, déjà, il y aura quoi? Bon, pour ce qui est du programme, il est prévu la cérémonie d'ouverture qui démarre à partir de 16h en principe, mais dès 15h en tout cas, les portes du stade Lamine Gueye seront ouvertes. Donc la cérémonie d'ouverture se tiendra là-bas sous la présence donc du ministre de la Culture et de la Communication, M. Mbagnick Ndiaye, qui sera là donc. Et
Et l'ouverture des portes du stade déjà s'effectuera à partir de 15h pour permettre donc au public, n'est-ce pas, aux populations déjà de pouvoir rallier, prendre place dès les premières heures en tout cas de l'après-midi. L'entrée sera gratuite. L'entrée sera gratuite. L'actualité internationale. Binta Diallo. Bienvenue Binta. Merci Antoine. Abidjan proteste vivement contre l'attitude de Paris. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abidjan élève la voix contre Paris. Cela fait suite Ismaël Kamara au mandat d'amener lancé contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, par les autorités françaises. Les autorités ivoiriennes ne sont pas contentes, alors pas du tout après le mandat d'amener visant Guillaume Soro et elles l'ont fait savoir de vive voix. C'est le chef de la diplomatie ivoirienne, Charles Kofi Divi, qui annonce la couleur. Il proteste contre ce mandat d'amener. La justice française n'a pas le droit d'entendre Guillaume Soro d'après lui. Ce dernier bénéficie d'une immunité absolue. Le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire ajoute que ce mandat d'amener va à l'encontre des accords de coopération de la Convention de Vienne et des traités pour les immunités. Suffisant pour qu'Abidjan entende l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont aussi adressé un courrier à son ministre de tutelle, Laurent Fabius. Pour rappel, la justice française veut entendre Guillaume Soro. Cela fait suite à une plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement désobligeant. Les faits qui remontent à 2012, ce que rejettent en bloc les avocats de Guillaume Soro. Binta Diallo, Guinée, Sidia Touré quitte l'opposition. Le leader de l'Union des forces républicaines s'est rapproché du président Condé. Sidia Touré a déclaré qu'il ne se reconnaissait plus dans l'opposition républicaine. Cette sortie fait suite à sa rencontre avec le président Alpha Condé du 23 octobre dernier. Il a accepté, a-t-il dit, d'accompagner le président Condé dans ses nouvelles réformes. Il entend faire comme ce que Macky Sall fait actuellement avec le Parti socialiste. Alors qu'il est libéral, ce sont les propos, Antoine, de Sidia Touré. La communauté des États d'Afrique centrale est en colère. La CEAC a piqué une colère noire après les propos du leader du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, Noureddine Adam, a déclaré s'opposer à la tenue des élections dans les zones sous contrôle de la communauté des États d'Afrique centrale. Les détails dans cette correspondance de Yves Antonio Ougoula. Ces propos sont irresponsables et risquent d'alimenter la violence et surtout aggraver la crise politique et sécuritaire qui plombe la Centrafrique depuis 2013. Ainsi s'exprime le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans un communiqué. Le diplomate tchadien Noureddine Adam rappelle aux fauteurs de troubles que le 25 novembre dernier, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC à Libreville, il a été entre autres mis en garde tous ceux qui vont perturber le processus électoral en cours. Le secrétaire général de la CEAC précise que les fauteurs de troubles s'exposent à des sanctions de la communauté internationale. Mieux, le patron de la communauté économique des États de l'Afrique centrale demande aux rebelles centrafricains de renoncer à leur plan machiavélique et qu'ils vont être tenus pour responsables d'un quelconque dérapage. Dans cet élan, le secrétaire général de la CEAC a invité les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique et de l'opération française Sangaris à poursuivre fermement le travail de sécurisation et de stabilisation de la Centrafrique. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Direction Paris, la COP21 et dans sa dernière ligne droite, Binta, les sans-papiers en France en parlent. L'heure est grave. Le réchauffement climatique fait des dégâts. 32 millions de déplacés dans le monde et ils seront 250 millions d'ici 2050. Une révélation du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Afrique est le deuxième continent après l'Asie qui enregistre le plus de départs liés au dérèglement climatique. Les sans-papiers de France appellent les pays développés à payer le préjudice subi. Reportage, notre envoyé spécial en France, Youssouf Podjon. Ils sont dans une situation d'irrégularité en France. Les difficultés économiques dans leurs différents pays d'origine les ont poussés à migrer vers l'Europe, selon ce sans-papier venu du Sénégal il y a 15 ans. Et pour la plupart, ils sont là directement ou indirectement à cause de ces dérèglements. On a vu que nos terres se sont asséchées, la sanitisation des sols, tout cela pousse les gens à s'exiler. On a vu que nos villes aussi aujourd'hui sont bondées. Il y a l'exode rural au départ et après quand c'est saturé dans les villes, les gens ils migrent vers l'Occident ou dans d'autres pays environnants. Et du coup, les gens qui sont là en France, ils arrivent, ils restent des années sans être régularisés. Alors ils sont tous soutiens de famille. Le gouvernement de l'Occident
ils doivent trouver des solutions alternatives pour essayer quand même de fixer les gens. Ces solutions sont attendues à l'issue de la COP21, mais ce sans-papier malien n'attend pas grand-chose de cette conférence qu'il qualifie de grosse farce. Pourquoi attendre ça maintenant pour chercher la solution? Mais il faut qu'il arrête de polluer dans le monde entier. Quand on entend Hollande, il fait une conférence internationale sur le climat, pour nous c'est le people. C'est une façon de faire rentrer dans le caisse d'État, parce que tout le monde va assister à cette conférence-là aujourd'hui. Donc la France il est en faillite. Donc ça peut rappeler un peu le caisse d'État. C'est pas une question d'aider l'Afrique, aider le monde entier, non. 8 des 20 plus graves catastrophes naturelles de ces 6 dernières années dans le monde ont été enregistrées en Afrique. Si rien n'est fait, le nombre de réfugiés climatiques pourrait doubler et même tripler. Selon les Nations Unies, Youssouf Bodjan à la COP21 Paris, Radio Futur Média. Ici à Dakar, Binta Diallo, c'est tout un peu pour cette page internationale. Merci Binta et vous êtes avertis. Malal Junior Diagne. Rebonjour Malal. Rebonjour Antoine. CAN U23, le Sénégal rencontre le Nigeria en demi-finale à partir de 15h aujourd'hui. À partir de 15h, ce sera donc au stade Léopold Sédar Senghor et le capitaine des Lions du Sénégal parle de cette affiche. Pour Pape Seydou Ndiaye, capitaine et portier de l'équipe nationale du Sénégal, il faudra être concentré, appliqué et rigoureux pour se qualifier en finale. Il est au micro de Sodecham. Ouais, comme d'habitude, être toujours humble et avoir l'humilité, concentré sur le but. La fin, c'est de se qualifier aux Jeux olympiques. Ouais, c'est ça l'objectif. Quel message envers vos coéquipiers? Oui, c'est important. La fin, c'est de se concentrer encore plus davantage. La fin, on connaît notre adversaire, donc on va essayer de les déjouer sur le point faible et on connaît aussi le point fort. Donc c'est ça, on va les contrer sur ces deux aspects-là. Vous connaissez un peu le jeu nigérien? Oui, on les connaît parce que dès les premières minutes, ils vont essayer de pousser devant. Donc on va rester concentré sur ça pour essayer de les contrer. Nous parlons toujours de cette demi-finale et pour l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, le Nigeria est une équipe connue des services techniques de Lyon Olympique. On a eu à visionner à plusieurs reprises et on a pris des notes. Donc on est sûr de la manière dont on doit jouer à 15h pour passer en finale. Serine Saliga était l'invité des RFM ce matin. Très solide, très expérimenté, qui a l'habitude de ce genre de match, de ce genre de compétition. Donc ça montre tout l'âge qu'on a match parce que nous aussi, on a un deuxième mois de nous aussi, on se qualifie aux Jeux Olympiques et ça doit passer par une faute contre le Nigeria, Inch'Allah. Et je pense qu'on a les armes qu'il faut, on a les infos. Maintenant, c'est à nous d'être très concentrés, d'être très lucides parce que c'est des joueurs qui se poussent à la faute, c'est des joueurs expérimentés qui te font vivre dans ce genre. Maintenant, c'est ça important pour nous, de rester nous d'être très concentrés pour arriver au bout. Donc ça veut dire que le Nigeria n'est pas une équipe méconnue? C'est pas méconnu. Quand une équipe joue 3 matchs et que tu regardes ces matchs, tu as la possibilité de faire des vidéos, de découper des actions sur le plan sortie ballon, pressing, corner, tout. Donc ça veut dire que tu connais un peu, plus ou moins un peu les lignes de danger. Ça veut dire qu'une comme nous, une connaît aussi, je pense que c'est l'importance un peu de ce genre de compétition. Donc au-delà de connaître ton adversaire, tu as une idée à peu près des gens, comment ils jouent, comment ils sortent les ballons. Parce qu'après ça va faire partie du répertoire de l'entraîneur, ça va t'aider aussi dans tes productions FM. Donc je pense qu'on connaît beaucoup de choses sur eux, eux aussi ils connaissent beaucoup de choses sur nous. Mais c'est ce qui est la détermination, ce sera tout le temps cette envie, cette détermination tout le temps, parce qu'on est chez nous. Il faut qu'on s'impose, il faut qu'on contrôle ce jeu, c'est ce qui sera extrêmement important dans ce match. Donc le match Sénégal-Nigeria, c'est à 15h, match à suivre en direct sur la RFM avec Cheikh Tidiane Kassirou Diallo. Et l'autre demi-finale, Antoine, nous en parlons, ça va opposer l'Algérie à l'équipe de l'Afrique du Sud, deux équipes au style différent, avec une équipe extrêmement défensive et une autre qui est très offensive. Sodachan revient sur cette rencontre. Une demi-finale aussi importante que celle qui doit opposer le Sénégal au Nigeria. L'Algérie, tout comme l'Afrique du Sud, ont des atouts pour remporter ce match qui est la porte d'entrée des Jeux Olympiques Rio 2016. En cas de victoire, l'Algérie, une équipe technique, a montré ses preuves lors des phases de poule, premier de la poule B. Certes, les Fennecs d'Algérie ne marquent pas beaucoup de buts, mais leur cage est bien gardée, avec une défense solide. Ils n'ont encaissé qu'un seul but après 3 matchs joués. Tout le contraire de son adversaire du jour, l'Afrique du Sud, qui en a pris 5. Mais les Bafana Bafana sont des tireurs. Sur 3 matchs, ils ont fait trembler les filets à 6 reprises. Donc,
Cette demi-finale entre l'Algérie et l'Afrique du Sud s'annonce palpitante. Ce sera un match entre une équipe très défensive contre une autre qui détient une bonne attaque. L'enjeu est de taille, la qualification directe des Jeux Olympiques Rio 2016. Qui va réussir le pari dès aujourd'hui? Réponse dans quelques heures au stade Léopold Sédar Senghor. En tout cas, nous souhaitons bonne chance aux Lions du Sénégal. Voilà. Ligue des champions en Europe, Malal, on joue le dernier tour de la première phase. C'est donc la phase de poule avec le FC Barcelone qui se déplace à Bayern Leverkusen. Ce sera sans Neymar. Le Brésilien s'est blessé hier aux adducteurs et l'équipe du FC Barcelone n'a pas encore communiqué sur la durée de son absence, mais Messi et Suarez seront bien présents pour défier les Allemands. L'AS Rome va jouer contre l'équipe de Bate Borisov. Arsenal jouera contre l'Olympiakos et le Dynamo Zagreb joue contre le Bayern Munich déjà qualifié. Porto est à Chelsea avec José Mourinho qui est sur le blanc et qui est donc au devant de la scène après les mauvais résultats enregistrés en championnat. Chelsea qui a obligatoirement besoin de se qualifier en huitième de finale pour donc faire taire les critiques. Valence joue contre Lyon, l'équipe française est déjà éliminée et ce sera également un beau combat entre la Gantoise et l'équipe de Zénith de Saint-Pétersbourg puisque les deux équipes ont encore une chance de se qualifier pour les prochaines compétitions. Malal Junior Diagne, merci. RFM, la presse du jour.